Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée très spéciale pour parler d'un sujet qui nous fascine un peu tous, mais dont on connaît très peu de choses, la médiumnité. Alors c'est parti pour ce 93e épisode. Bonjour Morrigan. Bonjour Patricia. Tu es médium, traductrice au collège Arthur Findlay en Angleterre et tu as accepté de parler avec moi aujourd'hui de la médiumnité et de tout ce que ce terme englobe. Alors avant de commencer, je vais rapidement expliquer un peu l'organisation de cet épisode qui sera en réalité coupé en deux parties. Donc nous parlerons tout d'abord de toi, on va s'intéresser un peu à qui tu es, ton parcours, ce que tu fais concrètement au Arthur Findlay College, ce que c'est aussi comme école, puis nous parlerons du spiritualisme et notamment sa différence avec le spiritisme. On abordera également divers points comme par exemple la différence entre un voyant et un médium, un fantôme et un défunt, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon médium, et tu nous partageras aussi bien sûr tes propres expériences dans le domaine et on finira aussi par une partie questions-réponses parce que j'avais demandé il y a quelques semaines aux auditeurs de m'envoyer des questions qu'ils avaient au sujet de la médiumnité. Et donc, on va aussi y répondre. Alors, Morrigan, qui es-tu? Dis-nous tout. Ah, bonne question. Pas toujours facile de répondre à ça. Oui. Bon, voilà. Morrigan, c'est un pseudo que moi j'utilise beaucoup et auquel je tiens énormément. Disons, en médiumnité, ma maman m'en a donné la signification. Maman est morte quand j'avais 9 ans. Elle s'appelait Monique. Elle m'a dit Monique Anne, ça fait Morrigan. Donc j'y tiens beaucoup. Voilà. Qui je suis? Écoute, je suis une dame déjà d'un certain âge. Donc ça fait quand même un long chemin, on va dire. Je suis d'origine belge. C'est vrai que je suis d'origine catholique, donc ça a été un long chemin aussi, la médiumnité, pour moi, parce qu'il y a eu pas mal de barrières. Bien sûr. Et puis, il y a quelques années, j'ai enfin pu dire, voilà, oui, je suis médium. C'est un long chemin de pouvoir l'accepter, déjà aussi, pouvoir le dire. Donc, je travaille en tant que médium, c'est pas un travail payant. Je travaille bénévolement, en tout cas, on peut revenir à ça plus tard. En tant que médium, traductrice également pour des médiums du collège Arthur Findlay pour des cours en français, parce qu'il y a un grand besoin. Je suis également créatrice d'orgonites. Donc les orgonites, ce sont des transmutateurs d'énergie. J'ai la particularité de les créer avec le monde spirituel. Donc ça veut dire que ce sont mes guides qui me disent ce qu'il y a lieu de mettre dans l'orgonite pour qu'elle puisse être la plus bénéfique possible pour la personne. Donc la personne ne choisit que la forme. Et puis tout le reste, c'est pas moi qui décide non plus, c'est là en haut qu'on décide. Voilà. Et elles sont magnifiques, j'ai pu les voir et vraiment magnifiques. Merci beaucoup. Et puis je travaille aussi, mais il faudra du temps parce que les journées sont pas assez longues. Je fais aussi des dessins avec le monde spirituel, c'est-à-dire que je dessine le défunt ou le guide pour la personne, en ayant en même temps les indications que la personne du monde spirituel donne. Voilà, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Oui, c'est sûr que tu es bien occupée. Oui, exactement. Est-ce que tu as envie de nous parler de ce que tu fais au Arthur Findlay College, parce que c'est très très intéressant, et peut-être de nous expliquer déjà ce que c'est comme école. Le collège Arthur Findlay, donc se situe à Stansted en Angleterre, est un collège de médiumnité international qui existe depuis pas mal d'années, exactement combien je ne sais pas, mais pas mal d'années, et qui appartient au Spiritualist National Union, donc l'Union nationale spiritualiste. Il faut savoir qu'en Angleterre c'est une religion, peut-être qu'on peut en revenir à ça plus tard. Et donc il a été légué par un des anciens présidents du collège, Arthur Findlay. Donc, c'était sa maison à lui, son manoir. Ça fait un peu Harry Potter quand on voit les photos. C'est vrai, c'est vrai, très beau manoir. Voilà, donc il a légué au Spiritual National Union avec l'obligation d'en faire une école internationale de médiumnité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, les enseignants du collège doivent suivre des études assez poussées, c'est quand même à peu près 5-6 ans d'études, pour être accrédités enseignants du collège. Donc c'est quelque chose de très pointu et de très strict, on va dire. Sérieux, c'est pas... très sérieux, voilà. En fait, l'idée, c'est de pouvoir diffuser au maximum le fait que
le monde spirituel est bien vivant, que nos défunts sont bien là. Donc il y a des cours dans toutes les langues. Il y a des cours en anglais, mais il y a des semaines dans toutes les langues. Il y en a même en japonais. Ah, super. Une semaine en japonais. Donc on a 2 French Week, 2 semaines francophones. Et donc je suis allée d'abord comme élève dans ce collège suivre une première French Week. Il faut savoir aussi que les enseignants viennent en Suisse, parfois en France aussi, donc j'ai suivi des cours avec ces enseignants-là, ici en Suisse également. Et comme ma deuxième langue c'est l'anglais, puisque ma deuxième maman était anglaise, quand j'y suis allée la première année, Lynn Parker, qui était l'enseignante avec laquelle j'avais travaillé, m'a dit « Mais pourquoi tu viens pas traduire ?» Et puis moi j'ai eu la chance d'être demandée par Kitty Wout, qui est donc l'organisatrice des French Week. Donc maintenant ça fait plusieurs années que j'y vais en traductrice au collège, et que avec la pandémie on a commencé à travailler sur Zoom aussi. Donc des cours sont donnés et en français traduits, donc je travaille avec 2 médiums particulièrement pour traduire ces cours. Donc ça veut dire que les personnes s'inscrivent et donc toute la semaine ils dorment sur place, c'est ça, et puis ils ont les cours, voilà. D'accord. Donc c'est un magnifique manoir genre Harry Potter, hein, donc en fait les gens quand ils arrivent, ils sont logés sur place, et puis on a un réfectoire, donc on a 3 buffets par jour, donc logés, nourris, et c'est très intensif, hein, parce que c'est de 9h du matin à 9h du soir les cours. Ah oui. Le prix n'est pas énorme non plus, on tourne à environ 900 € pour une semaine. Ah oui, tout compris. Tout compris, oui. Oui, sauf le voyage, évidemment. Bien sûr, oui. Donc les élèves sont placés en fonction de leur niveau, parce qu'il y a tous les niveaux. Tu peux venir et être totalement débutante en médiumité, comme il y a des élèves qui retournent tous les ans. Ah oui. Hein, il y en a qui sont même médiums installés, mais qui tous les ans retournent. Donc il y a différents niveaux de classe, et donc tu es placé dans une classe en fonction de ton niveau. Tu as des cours avec ton enseignant et d'autres élèves évidemment de ton niveau. Et il y a également des cours en commun. Il y a des cours à choix aussi. Souvent il y a deux cours à certaines périodes de la journée. Tu as le choix entre 2 conférences ou 2 cours. D'accord. Tu peux choisir celle que tu veux. Et puis ça démarre en général toujours par une méditation le matin au sanctuaire. Et au niveau des cours, alors qu'est-ce qu'il y a par exemple? Il y a des cours comme... Alors il y a de la méditation, il y a des conférences, est-ce qu'il y a d'autres... La base de la médiumité, c'est la méditation. C'est une forme de méditation, c'est important de pouvoir aller en soi-même, être en paix avec soi-même avant de pouvoir monter vers le monde spirituel. Donc tous les jours, on commence par une méditation dans la plus grande salle du collège qu'on appelle le sanctuaire. Parce que comme je t'ai dit, c'est une religion. Donc cette grande salle est un sanctuaire. Voilà. Et puis après, il y a un cours en commun et il y a tous les sujets, quoi. En fait, les médiums utilisent leur médiumité aussi par rapport au niveau des élèves pour adapter les sujets aux élèves aussi. Donc il y a des conférences, par exemple Kitty avait fait une conférence sur l'art de mourir. Il y a des conférences, il y en a une sur le chamanisme, sur les couleurs de l'aura. Donc il y a plein de cours différents qui sont donc ces cours à choix ou des cours comme ça. Et puis quand tu es dans ta classe avec ton professeur, là tu as des cours pratiques pour travailler ta médiumité. D'accord. Donc il y a différentes classes dans lesquelles on peut te mettre. Pour le moment avec le Covid, on a 4 classes, d'habitude on en a 6. Donc par exemple là en fin octobre, on a une classe de médiumité débutant. Et moyen, une classe de médiumité avancée. Donc là, les élèves font ce qu'on appelle de la médiumité de contact, travailler avec les défunts. Oui. On a une classe de transmédiumité, on peut peut-être parler des différents types après, mais la transmédiumité, c'est à travers le médium que le monde spirituel s'exprime. Donc là, c'est beaucoup plus avancé, on ne fait pas de la trans tout de suite. Et on a une classe de guérison par le monde spirituel, parce qu'on a des médecins du monde spirituel qui guérissent aussi à travers les médiums. Donc pour l'instant, on a ces quatre classes-là. D'accord. Et donc toi, tu vas pour les semaines en anglais, alors pour traduire, ou tu vas justement pour ces semaines francophones? Alors, je vais pour les semaines francophones pour traduire. Voilà. Mais bon, quand j'aurai un peu plus de temps, j'irai aussi suivre des semaines anglophones. Oui. Je mettrai en tout cas les liens pour l'école en barre de description, parce que si ça intéresse les personnes qui peuvent aller regarder, c'est vraiment très intéressant. Et est-ce que tu as des médiums avec qui tu travailles régulièrement justement dans cette école-là, des noms que tu pourrais nous tout à fait. Alors bien sûr, il y a pas mal de médiums qui travaillent au collège. Si vous allez sur la page du collège Arthur Finlay, vous avez la liste des médiums, vous avez ce qu'ils font, d'où ils viennent et leur accréditation. Parce qu'il y a différents types d'accréditation.
Celle qui organise depuis de très nombreuses années la semaine francophone, c'est une médium hollandaise, donc je vais le prononcer à la flamande, Kitty Woude, qui organise ça. Et puis donc moi je travaille avec Lynn Parker, qui est une médium anglaise, qui a des dons de naissance, on va dire. Quand elle était petite, elle voyait déjà le monde spirituel. Et puis je travaille également avec une médium écossaise qui s'appelle Eileen Davis. Eileen est une très très grande médium aussi. Pour moi, c'est la plus grande médium que je connaisse. Elle a eu la chance d'être formée par Gordon Higginson, qui était notre plus grand médium. Et elle fait de la transe, Eileen en transe, c'est assez extraordinaire. Tu nous as dit juste avant qu'en Angleterre, c'est une religion en fait. C'est ça. Donc si tu veux, on peut reprendre comment ça a démarré. Donc très précisément en 1848, les sœurs Fox, donc, qui étaient deux jeunes filles d'un pasteur américain, il y avait des coups dans la maison et elles ont commencé à communiquer avec un esprit, établir un dialogue avec les coups, un coup pour oui, deux coups pour non, puis un alphabet, là, ça c'est très long, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, etc. Enfin, voilà. Et si tu veux, c'est à ce moment-là que la diffusion de la médiumnité a commencé. Donc c'est fin 1800, début 1900, ça se répand aussi bien en France qu'en Angleterre, aux États-Unis. On commence à faire tourner les tables, parler les guéridons, ça c'est très connu, donc il y avait des médiums qui venaient sur scène, enfin il y a plein de choses. Et puis donc on a deux mouvements qui vont se mettre en place, si tu veux. Chez les Français, on en parlera plus tard, c'est le spiritisme, avec Allan Kardec. Et chez les Anglais et les Américains, c'est le spiritualisme. Le spiritualisme, on a de très 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 grands médiums. Et il y a une très ancienne médium dans les tout premiers, qui était Emma Harditch Britton, qui a mis en place les 7 principes. On a commencé à avoir des églises spiritualistes, donc les gens se réunissaient. On va dire que on parle avec des gens qui se trouvent dans le monde spirituel, donc quelque part on parle avec des gens qui sont proches de Dieu, ça devient une religion quelque part pour les gens. Donc les gens ont commencé à se réunir, ils ont créé des églises en Angleterre, ça s'appelle les églises spiritualistes. Il y a eu un besoin de regrouper ces églises sous une association qui donc a commencé à prendre cours fin 1800, puis qui a changé de nom début 1900 et qui est devenu le Spiritualist National Union, qui regroupe donc toutes les églises spiritualistes anglaises. Et cette religion, de par sa taille, a fini par être reconnue par l'Angleterre comme une religion. Ça a été donc établi en une religion, et nous disons que c'est la seule religion qui est une science. Oh, d'accord. Parce que nous voulons prouver que l'âme est vraiment immortelle. Donc, et quand tu dis vous voulez prouver, comment tu... Alors, c'est une science parce qu'on prouve que la personne est toujours vivante de l'autre côté. Ouais. On le prouve par les contacts qu'on peut donner aux personnes. Alors, chez nous, c'est très strict. Ça veut dire que ça peut se différencier de certains médiums qu'on peut voir, on va dire, francophones. C'est très strict parce que le receveur, la personne qui va venir, elle n'a le droit de ne rien dire, à part oui, non, peut-être. Voilà, la personne qui consulte, elle doit rien dire. Elle ne peut rien dire, elle ne peut pas amener de photos. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est que toutes les preuves que tu vas recevoir que ta grand-mère est toujours vivante, elles soient venues du médium. Que quand tu rentres chez toi, tu ne puisses pas avoir le doute que « Ah oui, j'ai dit quelque chose » ou « Ah bah oui, mais j'ai montré une photo » ou si tu te mets à réfléchir, tu vois. Oui. Donc toutes les preuves doivent venir du médium, que c'est bel et bien cette personne-là. Par les détails qu'elle va donner, les souvenirs intimes que vous aviez ensemble, par un objet éventuellement qu'elle va décrire et qu'elle va montrer. Donc, c'est les preuves que tu vas avoir. Ah, voilà, ouais. Voilà. Donc ça, c'est dans la médiumnité de contact. Quand c'est en transe, ça peut arriver, c'est de plus en plus rare, mais que certains médiums soient en transe et que c'est le défunt qui parle directement. Donc, c'est le défunt qui va apporter toutes les preuves que c'est bien lui, en fait. Ah oui, voilà, ouais. Donc, quelque part, c'est une science. Oui. On va dire que c'est une science de ce côté-là, tu vois. Mais c'est super important ce que tu dis, justement, c'est de dire, voilà, la personne qui consulte un médium, elle va vraiment, il faut qu'elle apporte 0 détail. Tout à fait. C'est vraiment ça qui, je trouve, change tout et qui prouve que l'autre personne, c'est pas un charlatan qui prend tes informations et qui les met... Non, c'est vraiment... Exactement. Et il faut faire très attention parce que, on peut en reparler, qu'est-ce que c'est qu'un bon médium, mais il faut faire très attention aussi parce que il y a énormément de gens qui, consciemment ou inconsciemment, vont retirer des informations du receveur. Ouais, bah oui. Et quand c'est conscient, il y a quand même des charlatans. Ah oui. Des gens qui te tirent les verres du nez. Ici, on est très strict
de ce côté-là. Et puis, je ne sais pas si je peux en parler maintenant, mais on a eu ce qu'on appelait c'est marrant, le Witchcraft Act, qui datait de 1735 et qui a eu lieu jusqu'à 1950, qui était l'acte de sorcellerie. Oui. Donc, on a eu une de nos médiums qui a été emprisonnée pour acte de sorcellerie, puisque ça a été annulé en 1950, qui était Helen Duncan, parce qu'elle parlait avec les morts. Donc, du fait que le spiritualisme s'était érigé en église, il y a eu des avocats, des choses comme ça, on a fait changer. Ça datait quand même du 1700 et des, tu vois. Donc, ça a été transformé en 1951 par le Fraudulent Medium Act, donc l'acte de fraudulent médium, faux médium, qui rendait illégale la pratique de la médiumité par des faux médiums. Ah ouais. Tu vois. Oui. Et donc là, de ce fait-là, on a les Anglais, je dis on, je parle de mes profs plutôt, donc on a elles ont l'obligation de respecter une certaine éthique, justement. Donc, travailler avec une photo, elles n'ont pas le droit. Et mélanger la voyance et la médiumnité, elles n'ont pas le droit non plus. Tu vois, donc une voyante, la dame qui va... alors, en Angleterre, c'est souvent comme ça, après des pieds, tu vois, là où il y a les foires et tout ça. Oui. Tu vas voir la dame avec sa boule de cristal et ses tarots, etc. Ben, elles n'ont pas le droit de faire de la médiumité avec leur boule de cristal. Ouais. Alors, cet acte-là, il a été changé en 2008 par The Consumers Protection from Unfair Trading Regulation, et donc la protection des consommateurs contre toute pratique commerciale déloyale. Ce qui veut dire qu'un faux médium qui a profité du client, il peut être attaqué en justice. C'est super, hein, vraiment, parce que c'est tellement quelque chose qui, justement, je trouve qu'en France, malheureusement, il y en a beaucoup, et puis ça décrédibilise tout en fait autour de la médiumnité. Exactement. C'est ça le problème. Il y en a certains qui seraient passés en justice déjà. Hein. Ah j'imagine. Donc c'est ce côté-là qui va aussi à la fois protéger le fait que le spiritualisme essaie de rester dans des rails corrects, que les médiums sont bien prévenus, qui savent, nos enseignants nous disent que voilà, nous on ne travaille pas comme ça parce que... Mais ça protège aussi normalement la personne. Ouais. Bon, après, il y a des bons médiums, il y a des moins bons médiums, il y a des gens corrects, il y a des gens moins corrects. Il y en aura toujours, ça c'est clair. Mais il y a quand même cette chose-là qui est mise en place chez les spiritualistes. Parfait. Voilà. Et du coup, Kardec en France, c'est quoi du coup la différence ? On va dire que c'est parti de la même base, hein, les Sœurs Fox, 1848, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, si tu prends à la base la différence entre les deux, Kardec, c'était donc, il s'appelait Hippolyte, je ne sais plus comment, il ne s'appelait pas Allan Kardec. Beaucoup de gens pensent qu'Allan Kardec était médium, alors qu'Allan Kardec n'était absolument pas médium. Kardec était un transcripteur. Donc Kardec, il a des amis, donc à l'époque on faisait tourner les tables, on commençait à avoir des messages, etc., qui sont arrivés avec des textes transcrits, qui lui ont dit, ben voilà, est-ce que tu veux étudier ça ? Est-ce que tu veux transcrire ça ? Parce que c'était ça en fait. Et il n'était absolument pas croyant. Donc il est allé voir des séances avec des médiums où ça faisait tourner les tables, où ça parlait avec un panier, on mettait un crayon et puis ça écrivait. Donc un peu comme une espèce d'écriture qui se fait toute seule, semi-automatique, voilà, avec différents médiums. À une séance, il y a un du monde des esprits qui lui a dit qu'il avait été druide, je pense, breton, et qui s'était appelé Allan Kardec. Donc après, comme il a reconnu cette réalité, il a pris le nom d'Allan Kardec. Et en fait, il y a 2 livres, il y en a peut-être plus, mais les 2 connus, c'est le livre des médiums et le livre des esprits, où là, si tu veux, il va, durant toutes ces séances, il va retranscrire des questions posées par lui et les réponses données par le monde des esprits, à travers un médium. Plusieurs médiums, en fait. Donc Kardec est un transcripteur. Voilà, c'est pas lui qui fait le contact. C'est pas lui qui fait le contact. Et dans le cas de Kardec, du spiritisme, on ignore qui étaient les médiums de départ. Donc on ne sait pas qui était le médium, mais on ne sait pas non plus qui était l'esprit qui parlait. Tandis qu'en spiritualisme, alors c'est marrant parce qu'avant de faire notre entretien, j'ai regardé grands médiums du temps passé, parce que je voulais voir quels étaient les grands médiums francophones. Bon, en fait, j'ai trouvé quasi personne. Je crois que j'en ai trouvé un. Je ne sais même pas s'il était en France. Serge Girard, voilà. Ok, d'accord. Je ne sais plus, jamais entendu non plus, donc il ne devait pas... Voilà. Tandis que si tu vas chez nous, tu fais grand médium, tu as que des Anglais, quoi. Ouais. Tu as Estelle Roberts, tu as Helen Duncan, tu as Helen Hughes, tu as Larry Flynn, tu as Maurice Barbanel, tu as Gordon Higginson, tu as Jane Roberts aux États-Unis, Emma Harding Britton qui a écrit les 7 principes, et ça continue, ça continue, ça continue. Et en plus de ça,
tu as les guides qui ont parlé à travers certains. Donc tu as un guide dont moi je parle souvent, que j'aime beaucoup, qui est Silver Birch, donc c'est boulot d'argent si tu traduis, qui donc a donné ses enseignements. Jane Roberts, c'est la 7 qui a donné ses enseignements, là les livres sont traduits. Donc là on sait qui est le guide qui parle, on sait à travers quel médium il a parlé, et ça a été, mais on ne sait pas qui a retranscrit. Oui, c'est fou, c'est dommage, parce que tu vois, c'est quand même en ayant le nom de la personne qui parle de l'autre côté que tu peux aussi prouver certaines choses. Voilà. Et là, tu le prouves rien, tu prouves rien. Alors, ça, c'est ma vision des choses. C'est mon avis personnel et je respecte tout à fait les personnes qui sont plus pour le spiritisme que le spiritualisme. C'est une partie des différences. Après, il y en aura probablement d'autres. Je sais que, par exemple, chez les spirites, le mouvement spirit, ils ont besoin de faire des prières de protection, de faire attention à ce qu'ils appellent les entités. Je ne sais pas s'ils le disent comme ça, mais ils parlent d'entités, en tout cas, du bas astral, bon voilà, quand tu fais de la médiumnité, ça peut être dangereux, etc. Mais nous, on part du principe qu'on part d'un endroit d'amour pour aller vers un endroit d'amour. Donc il faut qu'on ait de l'amour en nous pour monter vers l'amour du monde spirituel. Donc on monte en énergie d'amour vers l'amour et on n'a pas besoin de protection. En même temps, ça fait des dizaines et des dizaines de fois que je suis allée au collège. Je ne sais pas combien de cours j'ai suivi, je n'ai jamais eu une seule expérience d'une entité négative et mes enseignants non plus. Or, quand tu fais une semaine à la French Week, tu as 100 personnes, donc Bien je veux dire, voilà. Oui. Donc c'est ça une partie des différences aussi. Après, c'est deux visions qui sont différentes. Le spiritisme est devenu par contre extrêmement puissant au Brésil et là, c'est devenu une religion aussi. Ah, ok, ouais. Tu vois, où là, il y a eu un très grand médium qui s'appelait... Chico Javier, ou je ne sais pas comment on prononce, qui, quand il est décédé, ils lui ont fait des funérailles nationales. Ah oui, c'est vraiment reconnu, quoi. Voilà. Bien sûr. Donc voilà une part des différences. Après, c'est mon avis personnel. Je pense que le spiritisme n'a malheureusement pas évolué, puisqu'il en est resté aux enseignements de Kardec, qui datent de début 1900. Tandis que le spiritualisme, lui, a évolué parce qu'on se base en fait sur ce qu'on a reçu de nos défunts à travers nos grands médiums, de nos guides, des guides qui ont parlé, des spiritualistes qui ont parlé, mais également aussi, et c'est ça qui est intéressant, des médiums des premiers temps qui sont passés de l'autre côté et qui ont eu des contacts avec les médiums actuels. Donc certains sont devenus une forme de guide quelque part. Donc il y a une preuve quand même, tu vois, on retourne à la science, il y a une preuve de survivance là quand même aussi, tu vois. Donc ça fait que ça évolue, que le spiritualisme du coup a évolué et continue encore à évoluer, ce qui, à mon sens personnel, est important pour toute religion. Bien sûr, mais c'est ça, c'est que des fois, on retrouve des religions où en fait, des fois c'est presque un peu aberrant, c'est resté à un stade où aujourd'hui ça ne colle plus, on reste dans une boîte, et justement avec le spiritualisme, du coup, c'est différent. Et ça, c'est bien. Alors, c'est pas forcément facile, hein, parce que je pense que dans toute religion, si tu as un énorme nombre de fidèles, allez, on va prendre par exemple la religion catholique, que moi personnellement je connais bien, le pape actuel est en train de peut-être jeter un pied dans la fourmilière, et certaines personnes catholiques ne l'aiment pas parce qu'il veut aller trop vite, ou parce qu'il y a quand même des gens qui veulent rester dans ce qu'étaient les anciennes croyances. Bien sûr. Le problème avec une religion, c'est que quand on évolue avec des êtres humains, chaque être humain a sa vision des choses, de sa propre religion. Oui. Et même dans une même religion, deux personnes ne peuvent pas être d'accord. Oui, absolument, c'est ça. Donc, c'est pas forcément toujours facile. Mais il y a une évolution qui se fait et qui essaye de se faire, en tout cas, parce qu'on a tous ces enseignements qui continuent à se faire, en fait. Et du coup, donc tu dis que c'est un peu étudié aussi scientifiquement. Est-ce qu'en Angleterre, tu as connaissance d'organisations ou de choses comme ça qui étudient ? La médiumnité, tu étudies encore actuellement en Angleterre et aux États-Unis, peut-être en France, je ne sais pas. Mais en tout cas, en Angleterre, il y a la Société pour les recherches psychiques, donc Society for Psychical Research, qui, elle, a été créée en 1882 quand même. Hein. Ah oui. Donc c'est à peu près à l'époque après les Sir Fox, où ça commence à prendre de l'ampleur. Et on va voir cette association qui est fondée, qui va commencer à étudier la télépathie, le mesmérisme, la clairvoyance, les apparitions des fantômes, les poltergeists, écrire aussi des livres sur les hallucinations télépathiques,
télépathique, parce que forcément, parfois, ça peut être hallucinatoire. Il faut faire la différence entre le médium et le malade aussi, quand même, quelque part. Sûr. Donc, démonstration de fraude aussi. D'accord, donc ils étudient, en fait, ils démontrent qu'il y a des fraudes aussi, c'est ça? Alors, ils ont commencé à faire ça aussi, parce que comme ça, c'est beaucoup répandu. Il y en a un, par exemple, qui était parti en Inde pour enquêter sur une médium qui était très connue, qui s'appelait Elena Blavatsky. Et puis, il a pu conclure qu'en fait, c'était absolument de la fraude. À l'époque, il y avait aussi les ectoplasmes, donc ça, c'est la médiumnité physique, où il y a un ectoplasme qui sort du médium et qui matérialise un défunt, ou une forme en tout cas. Et il y a eu énormément de fraude de ce côté-là. Ah, oui. Donc je pense qu'Elena Blavatsky, elle devait faire ça. Il y a eu en tout cas d'autres médiums où on a pu prouver après qu'ils produisaient en fait du linge qui sortait. Donc ça se voit sur certaines photos. Ouais. Ils ont aussi travaillé sur... Il y a eu toute une période où on faisait des photos avec des défunts. Donc c'était les photographes, spirites ou spiritualistes, peu importe, ils prenaient des photos. Monsieur, madame, et tu as là, le défunt qui apparaît derrière la photo. Ouais. Donc là, c'était aussi frauduleux, bien sûr. Donc toutes ces choses-là. Et ils étudient encore actuellement, entre autres la médiumité, mais toutes ces choses-là, quoi. Et puis il y a des universités qui les étudient aussi. Donc la médium Lynn Parker, avec qui je travaille, m'a dit qu'elle était sujet d'expérience. Elle m'a dit en riant qu'elle était cobaye. Cobaye, ouais. Voilà, cobaye. Elle me dit, on me met plein de... comment on appelle ça, d'électrodes et tout, parce qu'ils savent, quand le médium est en état de médiumité, il monte ses énergies, encore plus en transe, c'est un autre niveau, un état altéré de conscience, et qu'on peut le voir, donc ils sont en train d'étudier ça pour comprendre cet état modifié de conscience dans lequel le médium se met à volonté, au fond, quelque part, pour pouvoir atteindre le monde spirituel. Donc il y a toujours des études qui sont faites. Voilà, ouais. Donc cet état modifié de conscience qui est tangible prouve qu'il se passe réellement quelque chose aussi. Donc c'est aussi une preuve scientifique. Bien sûr, et c'est bien qu'on continue à l'étudier et puis qu'on le mette pas tout de suite de côté. C'est important. Est-ce que ça te dit de nous parler des différents types de médiumnité, justement, vu qu'on a commencé à parler des ectoplasmes et, oui, bien sûr. Et tout ça? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup plus de types de médiumnité qu'on croit, en fait. Donc on peut diviser ça en plusieurs parties. La première médiumité, on va dire, c'est la médiumité de contact. C'est-à-dire que tu vas faire un contact avec une personne décédée. Dans cette médiumité de contact, il y a plusieurs manières de travailler. On peut travailler soit le médium. Médium veut dire canal, en fait. Donc le médium est le canal entre l'esprit d'en haut et l'esprit d'en bas. Nous, on dit toujours, j'adore, from spirit, through spirit, to spirit. De l'esprit, à travers l'esprit, vers l'esprit. Donc le médium est le canal. Et ce canal, il peut recevoir de différentes façons. Soit il reçoit en montant ses énergies, en essayant de traduire tout ce qu'il reçoit à la personne qui est en face de lui. Soit il peut le faire, il y a des médiums qui peignent ou qui dessinent le défunt. Alors soit c'est en transe, on peut encore parler de la transe après, soit le médium est en transe profonde et il va dessiner, il peut rien dire parce qu'au fond il est pris par l'esprit. Soit il est conscient, mais il dessine le monde spirituel et à ce moment-là il donne des explications aussi. Il y a des artistes, je crois que c'est brésilien aussi justement, qui étaient peintres. Et là c'est super intéressant parce qu'en fait il est en transe complète, il peint avec ses mains et il peint les œuvres de Degas, des grands artistes qui à travers lui peignent. Et les dessins sont faits en quelques minutes. Je peux te montrer des dessins, c'est des peintures, c'est impressionnant. Tu peux aussi avoir la transe, donc on parlait de transe. La transe, là, ça veut dire que le médium monte ses énergies à un niveau de conscience très élevé, mais qu'en même temps, il met son esprit, son mental, son esprit complètement sur le côté et il laisse entièrement la place au monde spirituel pour pouvoir parler à travers ses cordes vocales. Donc il n'a pas conscience de ce qu'il dit. Alors, il n'a pas conscience, il est en transe profonde, il n'a pas conscience de ce qu'il dit. Mais il a toujours conscience, c'est toujours lui qui dirige. C'est-à-dire que quand il veut s'arrêter, s'il ne veut pas, c'est pas de la possession, il faut bien se rendre compte de ça parce que c'est très important. Il laisse, c'est lui qui décide. L'esprit ne prend pas possession du corps, etc., etc. Là, il n'est pas conscient de ce qui se dit, en effet. Donc c'est l'esprit, le guide qui va parler, parfois le défunt. Et puis en médiumité, tu as la médiumité où tu vas parler avec les guides, donc c'est pas la même énergie du tout. Et la médiumité où tu demandes au monde spirituel de guérir les patients. Donc ça s'appelle la transguérison.
ou la médiumnité de guérison. On a moi je pense à une particulièrement qui est Libby Clark, qui travaille avec Dr. James. Ouais. Donc Libby Clark, c'est Dr. James qui prend entièrement possession, pas le bon mot, hein, mais qui prend, voilà, pas dans le sens négatif, mais elle laisse Dr. James travailler en utilisant sa voix et ses mains. Et elle n'a absolument aucune connaissance médicale, mais lui est un ancien médecin. Il était médecin sur Terre, donc il a dit qu'il s'appelait Dr. James, donc c'est lui qui soigne. Ce qui est très important à savoir aussi, c'est que quand on fait de la guérison, donc soit c'est avec un médecin comme ça ou un guérisseur du ciel, soit on le laisse travailler avec leur énergie pour guérir, donc on pose les mains ou on s'approche de la personne. C'est toujours fait par le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui sait là où il doit aller travailler. C'est-à-dire que toi, tu peux dire je viens parce que j'ai des migraines. Voilà, ok. Mais pourquoi est-ce que tu as des migraines? Donc toi, tu viens pour soigner ton mal de tête, mais le monde spirituel sait s'il doit travailler dans ton physique, dans ton mental ou dans ta guérison spirituelle. Et il sait où il doit aller. D'accord. Donc le médium, à ce moment-là, c'est juste de nouveau celui qui est au milieu. Il ne juge pas, il ne dit rien, il ne fait rien, ça passe à travers lui. Oui. Et ce qui est important, c'est qu'on dit toujours, bien sûr, il ne faut absolument jamais ne plus aller chez le médecin. Ah ben bien sûr, oui. Ça, c'est important de le préciser. Voilà, ou de ne pas arrêter des traitements ou quoi, c'est juste un soutien à côté. C'est juste un soutien à côté. Il y a eu des guérisons spectaculaires. Avec, entre autres, par exemple, Dr. James, il y en a eu, mais jamais Dr. James ne dira, même lui, quand il parle, qu'il faut arrêter tout. Par contre, ce qu'il a fait, lui, qui est assez étonnant, c'est de dire, tiens, demandez un peu au médecin qui vérifie ci ou qui vérifie ça, parce qu'il y a ci ou il y a ça. Et c'était juste. Ah ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est un petit coup de pouce bien sûr. Au médecin pour pouvoir sauver la personne. Et dans la transe, tu as une autre forme de médiumnité qui est l'écriture automatique. Alors là, il faut aussi bien préciser les choses parce que beaucoup de gens pensent faire de l'écriture automatique alors qu'en réalité, ils font de l'écriture inspirée. D'accord. Donc si tu montes tes énergies vers le monde spirituel, que tu leur demandes de t'aider, tu peux avoir un guide qui va parler, qui va t'inspirer, tu vas écrire. Et tu vas avoir l'impression que tu ne réfléchis pas et que tu écris. Ça, c'est de l'écriture inspirée. L'écriture automatique, je peux te mettre un bandeau sur les yeux, te mettre des bouchons dans les oreilles, le crayon en main et le papier, et tu vas écrire. D'accord. Aussi bien de la main droite que de la main gauche. D'accord, ok. Donc là, tu sais absolument pas ce que tu écris. Donc c'est une forme de transe. Ça veut dire que l'esprit, de nouveau, écrit à travers toi, comme l'esprit va peindre à travers la main de Gasparetto, par exemple. Ah oui, super intéressant. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire la confusion. La confusion, c'est vrai, entre les deux. Et beaucoup de gens pensent, je fais de l'écriture automatique, beaucoup. Beaucoup parlent de ça, alors que c'est de l'écriture inspirée. Et là aussi, il faut faire attention parce que où mets-tu ton mental? On peut en revenir quand on parle de médiumnité, mais le mental, c'est notre pire ennemi. Dans ce cas-là, oui, en effet. Exactement. C'est vrai. L'ectoplasme, tu en as parlé? Donc oui, ça fait partie de la médiumnité physique. Alors la médiumnité physique, elle est de moins en moins présente. Après, ça prouve que la médiumnité évolue depuis 1900 et des. C'était quelque chose qui était extrêmement présent au début. Il y avait, par exemple, on a un grand médium, Gordon Higginson, qui pratiquait la médiumnité de contact, qui pratiquait la transmédiumité, qui avait également des ectoplasmes. Maintenant, il faut savoir que Gordon, sa maman était médium. Elle avait plusieurs enfants et elle a reconnu qu'un de ses enfants était médium depuis qu'il était petit. Donc, elle a commencé à l'entraîner qu'il avait 5 ans. Et elle l'a entraîné à la dure. C'est-à-dire que, par exemple, il avait des exercices où il devait lui donner une enveloppe et puis il lui disait maintenant devine ce qu'il y a dans l'enveloppe. Aujourd'hui, tu dois dire tout ce qu'il y a sur l'objet qu'il y a dans l'enveloppe. Demain, tu dois me dire de quel endroit provient cet objet. Ah oui, ça va loin. Après-demain, tu vas me dire de quel pays, qui était le premier possesseur. Et puis, le jour d'après, tu vas me parler du dernier possesseur de l'objet. Donc, je veux dire, attends, il y a un travail énorme. Donc, il était un de nos plus grands médiums, vraiment. Et Gordon Higginson faisait de la médiumité en transe, avec donc des ectoplasmes. Alors il faut savoir que quand on fait de la médiumité physique, pour des raisons qui appartiennent au monde spirituel, pour leur permettre de pouvoir s'exprimer, il y a certaines choses qui doivent être faites. C'est-à-dire que le médium se trouve dans une espèce de cabine, dans une pièce qui est très sombre. S'il y a trop de lumière, ça ne fonctionne pas. D'accord. Le monde de l'esprit n'arrive pas à passer au fond. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas prendre de photos, on ne peut pas filmer, ou alors il faut que ça soit des infrarouges ou des choses comme ça. Et j'ai une de nos médiums, Maureen, qui nous a expliqué qu'elle avait assisté
à une séance où donc il a fait la transe avec l'ectoplasme. Donc un enfant s'est matérialisé. Donc c'est toujours avec des petits cercles de personnes, on appelle ça en cercle, très peu de participants. Et cet enfant s'est avancé vers sa mère et a été reconnu par sa mère. Cette forme de médiumnité-là comporte des risques pour le médium. C'est-à-dire que la pièce doit être bien nettoyée, pas de poussière, extrêmement propre, et qu'il ne peut y avoir aucun bruit. Parce que s'il y a un bruit très fort qui se produit, l'ectoplasme va rentrer. C'est produit par le médium, l'ectoplasme. Ça sort par son nez, par sa bouche, par ses orifices, par tous les orifices qu'il peut avoir. Donc ça doit revenir dans le médium. Je peux t'expliquer une petite anecdote avec Gordon justement. Donc c'était au collège Arthur Finlay, donc il y a pas mal d'années. Ils avaient donc bien préparé la salle pour cette séance, mais c'est l'époque où on fumait encore à l'intérieur des bâtiments. Et ils avaient oublié un cendrier derrière un rideau. Donc c'est les gros rideaux opaques comme il y a en Angleterre. Donc il y a eu cette séance où il a produit des ectoplasmes. Et quand l'ectoplasme est rentré à l'intérieur, mais il a aspiré toute la fumée, toutes les cendres de cigarettes avec, puisqu'on dit qu'il ne faut pas de poussière. Toute la poussière. Et le malheureux, il a toussé pendant 1 semaine. Oh mon Dieu, le pauvre. Lui qui ne fumait pas. Mais ça peut être dangereux. Il a eu une fois aussi où il y a eu des bruits, et en fait... Ça fait comme un coup dans le plexus, donc il a vraiment eu une blessure. Ah oui. Ouais, donc ça comportait certains dangers quand même, tu vois. Ah oui, je vois, ouais. Et donc il y avait un autre médium aussi très très connu, Leslie Flint, où là, lui, il avait, il y en a plusieurs probablement, je pense à celui-là, comme une boîte vocale, donc c'est comme les cordes vocales, qui se mettaient au-dessus du médium. Et le monde spirituel parlait à travers cette boîte vocale. D'accord. Et là, ça peut paraître fou, mais là, ça a été prouvé. On a encore tous les enregistrements des voix de ceux qui sont venus parler. Il y a des personnes connues, il y a des personnes totalement inconnues, monsieur, madame, tout le monde, qui venaient parler. Et on a gardé tous les enregistrements. Donc ça veut dire qu'il y avait 2 personnes en général qui étaient avec lui, avec l'ancien enregistreur, etc. Oui. Et qui posaient les questions. Donc quand l'esprit venait, la personne du monde spirituel venait, on lui demandait qui il était, de se présenter, et puis souvent on lui demandait comment il était décédé, comment il avait surtout vécu sa transition, comment ça s'était passé pour lui, ce qu'il avait vu, etc. Et comment il vivait maintenant dans le monde spirituel. Et c'est comme ça qu'on a appris plein de choses, tu vois. Oui, et puis ça, c'est comme tu dis, comme on a dit avant, c'est la preuve que c'est bien la personne... Voilà. Et tout se regroupe toujours parce que ça vient de différents médiums, ça vient de différents intervenants, et on a toujours le même type de réponse. Donc c'est comme ça qu'on peut évoluer aussi, quoi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des différents types de médiumnité. Oui, et il y en avait beaucoup. Voilà, mais quand tu étudies, on va dire, soit tu fais de la médiumnité de contact, donc avec les défunts, ce qu'on appelle de l'évidentiel, soit tu fais de la transmédiumité, où là tu dois quand même être un peu plus avancé, soit tu fais de la médiumnité de guérison. Mais nous, on commence toujours à travailler l'art psychique. Ok. Et toi, tu m'as parlé avant, tu as l'habitude de dessiner aussi. Oui. Comment ça se passe pour toi, quand tu dessines un défunt, par exemple ? Alors, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'il y a deux choses qui se passent en fait. Donc moi je suis pas en transe, je suis pas en train de dessiner les yeux fermés avec les 2 mains. Ouais. Il y en a qui le font, c'est pas mon cas. Donc moi j'essaye d'avoir toujours pour la personne, je le fais devant la personne, puis je le donne pas après. Ouais. Donc je le fais au moment où je fais un contact défunt pour quelqu'un. Donc c'est assez difficile parce que je reçois les instructions de comment je dois dessiner, si je peux traduire ça comme ça. Et puis, je dois stopper à un moment donné ça pour recevoir ce que la personne a à dire. Quelque part, on guide ma main, bien que je sois parfaitement consciente de ce que je fais, mais je ne sais pas pourquoi je fais un long nez, des yeux ronds et un menton allongé. Oui. Ouais. Je sais juste que ça doit être comme ça. Voilà. Donc, quelque part, je suis inspirée à le faire de cette manière-là. Et c'est toujours juste, c'est-à-dire que c'est toujours reconnu. Alors, bien sûr, si je mets 10 minutes, un quart d'heure pour faire un dessin, ça va pas être une œuvre d'art non plus. Ça va pas ressembler à une vraie photo. Mais c'est toujours reconnu par la personne. Il y a toujours des traits de visage qui sont vraiment flagrants et la personne, elle peut dire « Ah oui, ça, c'est les traits de qui visage. » sont déterminants, voilà. La première fois que ça m'est arrivé, comme je t'avais expliqué, c'était au collège, la première semaine au collège, c'était une expérience. Il faut se tester aussi en médiumnité, faire des expériences, prendre plaisir à le faire, et puis tu verras bien si ça marche ou pas. Donc je me suis dit, au fond, elle a dit, si vous savez dessiner, allez-y dessiner. Ok, on va y aller, quoi. Et j'ai eu l'impression, c'était très fort, très puissant, un beau souvenir quelque part,
j'avais un vieux monsieur derrière mes épaules. Donc j'avais vraiment la sensation d'avoir un vieux monsieur penché qui regardait ma feuille et qui me disait plus fort les sourcils, plus fort les sourcils, plus fort les sourcils. Et puis après, plus long le visage, plus long le visage. Allez, comme ça, tu mets des rides là et tu fais ça. Puis j'ai fait les cheveux, puis il m'a dit non, mon béret. Je dis, oh, ça va, hein, j'ai déjà fait les cheveux, pas mettre le béret. Hein. Donc j'avais l'impression que c'était comme un prêtre, hein, mais c'était pas en fait. Mais bon, et puis après, 2 bandes mauves. Bah, ok, on va prendre le crayon mauve, on va lui mettre ces 2 bandes mauves, quoi. Ouais. Puis il est revenu et mon béret. Bon, mais c'est comme s'il était derrière mon dos, quoi. Ouais. C'est la première fois que je l'ai eu comme ça. Après, c'est plus subtil. Mais là, c'était vraiment les indications. Et en fait, il s'avérait que c'était l'arrière-grand-père d'un autre participant qui était breton. Donc le béret. Et puis, c'était le seul village en Bretagne où dans le costume traditionnel, il y avait 2 bandes mauves au costume. Ah, voilà. Au début du costume. Ouais. Donc c'était flagrant. Alors, moi, je l'avais un peu dessiné comme un curé parce que pour moi, ça faisait comme un curé, les 2 bandes mauves et le béret. Mais non, j'avais jamais vu de costume breton. Donc quelque part, j'ai dû interpréter, quoi. Ah, c'est fou. Donc voilà, ça vient comme ça. Mais en même temps, je dessine et en même temps, c'est un peu comme un interrupteur au fond, tu vois. Je dessine, je suis ce que je ressens. Puis il faut que je m'arrête 2 secondes pour écouter ce qui vient. Oui. Ou alors tu fais juste le dessin. Mais dans mon cas, j'essaie de faire les 2. Donc tu dis pour écouter ce qui vient, pour transmettre les messages à la personne, quoi. Oui, pour dire voilà, c'est une dame, elle a 35, elle a à peu près 35 ans, elle est morte d'un cancer de la gorge. Tout ça, ça peut pas se voir dans le dessin. Bah oui. Donc il faut recevoir le message. Pourquoi est-ce qu'elle vient ? Parce que ce qui est important, si tu viens pour avoir un contact de médiumnité d'évidence, ce qui est important, c'est que tu aies les preuves que c'est bien la personne dont, si je te dis, on va dire grand-mère, c'est ta grand-mère maternelle par exemple, que c'est bien ta grand-mère maternelle, toutes les évidences qui vont venir pour te prouver que c'est bien ta grand-mère maternelle. Bon, elle était petite, elle avait les cheveux frisés, elle portait des lunettes d'écaille verte, elle avait toujours un sac à main rouge et des chaussures, j'exagère, hein, verte fluo, voilà, bon, c'est bien ma grand-mère. Ah oui, voilà. Des trucs bien précis, mais il faut pas s'arrêter à ça, parce que c'est bien de te dire tout ça. Et puis après, si je te dis, oh ben voilà, j'ai bien reconnu ma grand-mère, elle est venue pour te dire qu'elle t'aimait beaucoup. Est-ce que ça valait vraiment la peine que tu ailles voir un médium ? Oui, non. Non, c'est sûr. Tu vois ? Ça, on s'y attend bien qu'elle t'aime beaucoup. Bah oui. Donc après, il faut passer, après le côté évidentiel, il faut passer au côté affectif. Donc, les souvenirs que vous avez en commun, les souvenirs intimes, que le caractère aussi, ta grand-mère, bon voilà, elle était colérique, hein, si elle voyait un objet mal placé, elle piquait une crise de colère. Bon, à part ça, elle était super gentille. Quand je rentrais de l'école le mercredi, elle me mettait des bonbons dans ma poche. Donc ça, c'est des souvenirs. Le caractère, la personnalité, les souvenirs. Peut-être la manière dont elle a vu son enterrement. Ah oui. Parce que certains suivent, donc ça prouve qu'il y a une vie de l'autre côté. Et peut-être aussi, ils donnent parfois des indications sur ce qui s'est passé après leur mort. Wow. Donc par exemple, je sais pas, tu vas avoir un bébé, je pensais à tomber enceinte, mais ta grand-mère elle est super contente, elle dit mais ça va marcher, tu vas avoir ma fille. Bon, enfin des choses comme ça qui prouvent qu'ils suivent, ils sont toujours là. Donc ça, on passe dans l'émotionnel. Bien sûr, oui. Après l'évidentiel, on passe à l'émotionnel. Et après l'émotionnel, on passe à l'éventuel message qu'il est venu. Pourquoi il est venu ? En fait, ça fait le lien avec l'autre sujet qu'il fallait aborder. C'était la différence entre un bon et un mauvais médium. Un bon médium, il va te dire tout ça sans que tu lui dises quoi que ce soit. Exactement. Il faut vraiment faire attention, vraiment. Parce que malheureusement, en Angleterre moins, puisqu'ils se font taper sur les doigts, il faut vraiment faire attention parce que surtout actuellement, avec les réseaux sociaux, il est extrêmement facile de trouver des informations sur une personne. Si vraiment vous voulez vraiment avoir la preuve, moi j'irai voir un médium maintenant, personnellement, je donnerai un pseudo. Ah oui, ok. Je ne dirai jamais, je m'appelle Joséphine Dupont, voilà. je m'appelle Charlotte Dubois. Voilà, tu donnes un autre nom. Je donne un autre nom. Parce que comme ça, je peux être certaine qu'on ne peut pas trouver d'indication, c'est trop facile, quoi. Il y a des gens qui ont des comptes Facebook, il y en a qui ont TikTok, c'est beaucoup trop facile. Donc il y en a qui fonctionnent comme ça, qui font des spectacles en France, qui fonctionnent comme ça. Et les gens sont « waouh !» Non, pas du tout. Parce qu'ils sont sélectionnés, en fait, tu vois. Ouais. Voilà, donc ça, il faut faire attention à ça. Et après, ce qu'il faut savoir, on dit toujours qu'on ne peut pas avoir de certitude d'avoir... Toi, tu veux venir pour parler à ta grand-mère. Bien, nous, on va te dire que ce n'est peut-être pas possible. Parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte.
La première chose, c'est que moi, je dois mettre mon mental complètement de côté. Donc, si je sais que tu veux parler à ta grand-mère, je vais faire des efforts de mental terribles en me disant, mon Dieu, il faut que j'arrive à avoir sa grand-mère. Plus je vais essayer, moins ça va fonctionner. Toi, tu vas être dans un stress énorme parce que tu veux absolument ta grand-mère. Et tout ce qui pourrait venir d'autre, tu vas difficilement l'accepter, donc tu vas bloquer. Donc le monde spirituel n'arrive pas à passer à ce moment-là. Eux, ils n'arrivent pas non plus. On dit, nous, d'envoyer la douce intention le jour avant à ta grand-mère en disant, écoute, demain, je vais voir Morrigan, j'aimerais beaucoup te parler. Et puis tu lâches prise et tu acceptes avec beaucoup d'amour tout ce qui va pouvoir venir. Parce que peut-être quelqu'un d'autre a absolument besoin de te parler. Bien sûr. Donc ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il faut un bon médium, mais il faut un bon receveur. Donc en tant que receveur, tu dois être accueillant, aimant, ouvert envers tout ce qui pourrait se produire. Donc il est bien possible qu'au lieu de grand-maman Jeanne, il y a tonton Jules qui a absolument envie et besoin de te faire passer des informations et qui lui va passer d'abord, tout simplement. Et donc, soit tu as un autre qui veut venir, soit c'est peut-être pas le moment, le deuil n'est pas encore fait, tu as encore trop de douleur, c'est le défunt qui choisit. On ne peut pas non plus dire, ok, je veux parler à ma grand-mère. Si tu veux téléphoner à ta grand-mère aujourd'hui et qu'elle n'a pas envie de prendre le téléphone, elle ne le prendra pas. Bah oui, tu ne peux pas forcer la personne. Voilà. Et c'est pas pour ça qu'elle ne t'aime pas. Elle te téléphonera quand elle trouvera que c'est le bon moment. Tu vois ? Donc, ça, il faut le savoir. Et en même temps, après, un bon médium va te dire, je ne veux aucune indication de votre part. Vous me répondez oui, non ou peut-être. Parce qu'il y a des noms qui sont peut-être pas des noms. Je peux te donner des informations dont tu n'as pas connaissance. Donc là, tu peux dire, je ne sais pas. Et ça fait partie des plus belles indications aussi, parce que si tu rentres à la maison et que ta maman te dit, mais oui, grand-maman, mettez toujours des chaussures vert fluo. Enfin, oui, c'est ça. Tu vas dire, waouh, mais moi je ne savais pas. Voilà, exactement. Tu vois, là, il faut rester avec l'esprit ouvert. Ce que nous pratiquons, la manière dont nous pratiquons les choses, c'est que les 10 premières minutes, si tu n'es pas à l'aise, ou si moi je ne suis pas à l'aise, on arrête tout. Parce que le médium, il n'est pas, c'est pas le bon Dieu. Bah oui. Donc, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. C'est extrêmement difficile. Donc, quel que soit le montant que tu payes, on te rembourse, tu vois. En Angleterre, c'est comme ça. Les 10 premières minutes, voilà. Moi, je travaille à don libre, mais les gens, ils me payent après. Ils donnent ce que leur cœur leur dit de donner. Un bon médium ne va jamais demander une fortune. Ça, c'est la première chose. Si le montant est ultra élevé, méfiez-vous, c'est que déjà, ça sent pas bon. Et de toute manière, si tu sens que... oui, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. On arrête tout et on te rembourse. Ça, c'est un bon médium. Ça m'a fait penser à l'autre question quand tu disais oui, ta grand-maman, elle vient pas, etc. Enfin, est-ce qu'il y a un moment où c'est... Bon, il n'y a pas vraiment de moment propice, mais quelqu'un qui vient le jour après l'enterrement ou comme ça, tout de suite pour voir... je vais tout de suite parler à ma grand-mère. Alors, nous, on dit, d'après les expériences qu'on a, bien sûr, on dit qu'il faut attendre 3 jours avant d'enterrer le mort. Parce qu'il faut 3 jours au corps pour comprendre, etc., pour faire son chemin. Après, il n'y a pas de règle pour le reste. Au niveau médiumité, il n'y a pas de règle. Aileen a déjà eu un contact l'après-midi avec une personne décédée le matin. Ah oui. Contact qui n'avait pas été demandé. Hein. Je veux dire, de nouveau, tu viens pour parler à grand-maman et puis tout d'un coup, c'est tonton Jules qui est décédé au matin qui vient passer. Voilà. On pense que c'est le processus de temps qu'il met pour arriver dans la lumière. Plus la personne est évoluée spirituellement, plus elle est aidée à passer par ceux d'en bas. On peut aussi parler de cette aide-là. Il faut qu'elle soit dans l'amour, sans peur, sans pleurs. Plus elle va passer sans peur, plus vite elle va passer aussi. D'accord. Okay. Parce que le monde spirituel dit, c'est un beau passage. Le passage n'est pas dur. Tu vois ? Donc, s'il est évolué, s'il n'a rien à se reprocher, qu'il est en paix avec lui-même, ben, il va être passé beaucoup plus vite et il sera déjà beaucoup plus vite dans la possibilité de communiquer. D'accord. Tandis que s'il a tout un processus à faire pour pouvoir comprendre qu'il est décédé, que si, que ça, ben, il ne va pas pouvoir venir. Donc, il n'y a pas de règle. Et puis toi, tu dois être prête aussi. Le monde spirituel, il ne vient pas pour te faire du mal. Il vient pour t'apporter des messages d'amour. Mais si tu n'es pas prête à le recevoir encore, tu ne l'auras pas. Bien sûr, ouais. Je vais te donner un exemple. On a eu une élève au collège, c'était une dame qui avait perdu son mari. Donc on fait des exercices entre élèves et en fait, elle avait des contacts. Et chaque fois, c'était pas son mari. Elle voulait son mari. Et chaque fois, c'était pas son mari. Ouais. Et du coup, elle refusait tous les contacts qu'elle recevait
parce que c'était pas celui qu'elle voulait. Et à la fin de la semaine, elle a dit « Oh, et puis, merde, je l'aurai jamais ». Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle l'a eu. Elle l'a eu. Elle a lâché prise. Elle a lâché prise. Et elle a eu. Et elle l'a eu. Comme quoi, hein, c'est le mental, hein. Le mental Tout qui à fait. bloque et tout. Et c'est vraiment important, quoi. Et tu sais, quand on dit le défunt, il n'est pas passé de l'autre côté, il faut aider les âmes à monter, et puis il y a ces passeurs d'âmes. Qu'est-ce que toi t'en penses? Comment est la vision en Angleterre et à l'école? Alors la vision en Angleterre, elle est complètement différente de la vision francophone. Chez nous, en Angleterre, on appelait ça des cercles d'aide, rescue circle. Et c'était extrêmement pratiqué. Ça doit être à la fin de la Première Guerre mondiale, et surtout à la fin de la Deuxième. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont décédé pendant la guerre. Et on s'est rendu compte par les messages qu'on a eus par le monde spirituel, par les guides, justement, comme Sylve Bosch, dont j'ai parlé, d'autres guides, par les défunts eux-mêmes, qu'ils étaient toujours accueillis de l'autre côté. Il y a même d'ailleurs dans les messages un jeune soldat avec Leslie Flynn, dont je te parlais tout à l'heure, tu sais, qui en voie directe. C'est le soldat, il meurt sur les plages de Normandie. En fait, c'est intéressant parce qu'on voit tout le processus, tu vois. Donc, il voit, en fait, en général, il se rend pas... c'est une mort rapide. Donc, il ne se rend pas compte qu'il est mort. D'abord, il croit qu'il est toujours vivant. Puis, il voit arriver à lui un de ses copains. Mais il se dit, mais c'est pas normal, il était mort, celui-là. Je l'ai vu tomber, il était mort. Et puis là, il vient le chercher. Puis là, il se rend compte que l'autre lui dit, non, écoute, mon vieux, laisse tomber, là, t'es mort, quoi. Oui. Hein. Mais c'est passé tellement vite qu'il s'en est pas rendu compte. Donc l'autre vient le chercher en lui disant, mais viens, maintenant, il faut qu'on avance, il faut qu'on aille dans la lumière, etc. Donc ce qu'on sait, nous, c'est que le monde spirituel vient toujours chercher ses défunts. Et ils ont, c'est assez amusant, ils appellent ça un pick-up service. Ah oui. Voilà. Donc comme à l'aéroport, tu vois. Ouais. Donc il y a soit tes bien-aimés, ta famille, tes parents, ceux qui sont passés avant toi, qui viennent te chercher. Si tu n'en as pas, parce qu'il y a le cas de certaines personnes, malheureusement pour eux, il y a des âmes, on va dire des âmes ou des esprits, peu importe, là en haut, qui sont formés pour spécialement venir chercher les gens qui vont décéder. Et ils le savent toujours à l'avance. Donc ils nous disent que même lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre, ou un avion qui va s'écraser avec 500 personnes à bord, ils le savent à l'avance. Ou des tsunamis, par exemple, il y en a eu. Donc à ce moment-là, ils sont prêts. Ou des guerres, comme en Ukraine malheureusement maintenant, ils sont prêts à venir chercher des grandes quantités d'âmes qui passent. Donc le service pick-up existe toujours. Donc nous, le passeur d'âmes, c'est une notion qu'on n'a plus. Et c'est une vieille notion qu'on a abandonnée, antique, et qui nous étonne de voir que les francophones, c'est la grande mode. Ouais, pour eux, c'est encore d'actualité. C'est très d'actualité. Après, on peut respecter ça, on respecte tout à fait. Mais à qui est-ce que ça apporte quelque chose de dire qu'on fait passer les âmes? Donc c'est une question que la personne doit se poser, simplement. En même temps, il faut peut-être aussi se poser la question que on retourne dans la peur. Parce que si je te dis... Mon Dieu, ta mémé, elle n'est pas passée, il faut lui donner un coup de main, il faut qu'il y ait un passeur d'âme qui t'aide à passer ta grand-mère. Mais comment est-ce que tu vas te sentir, toi? Ouais, vis-à-vis de la mort, en fait. C'est ça. Ouais, comment est-ce que... Oui, je vais avoir peur, c'est sûr. Je vais me dire, mon Dieu, c'est possible de rester bloqué. Voilà. Et moi, qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais passer de l'autre côté? Ouais. Voilà. Ouais. Face à ça, on peut aussi dire qu'il y a quand même énormément d'expériences de mort imminente, où tu vois quand même que tous racontent la même chose. Ils sont tous accueillis par un ange, par de la lumière, par un frère, une sœur, peu importe. Et on leur dit que non, c'est trop tôt, il faut qu'ils y retournent. Mais ils sont tous accueillis. Et puis, tu as aussi les soignants, qu'ils l'expliquent ou pas. Mais les soignants qui travaillent dans les maisons de repos le savent très bien. Dans les hôpitaux, c'est la même chose. Les gens qui vont mourir... Certains d'entre eux, les vieilles personnes ou les personnes qui sont en fin de vie, sont souvent ce qu'on pourrait appeler des hallucinations. C'est-à-dire qu'ils disent que la vieille dame, elle a dit « Mon mari est venu passer toute l'après-midi avec moi, je l'ai vu » ou « Ma maman est venue » ou... Alors, certaines personnes parlent d'anges en fonction des croyances personnelles. Donc le monde spirituel nous explique qu'en fait ils prennent la forme d'un ange si la personne a besoin, tu vois. Oui. Quand c'est des personnes, ils sont préparés en fait. D'accord. Ils sont déjà en train d'être préparés par le monde spirituel pour passer de l'autre côté. Personne, absolument personne, n'est jamais laissé de côté.
Ce qui peut se passer, c'est que la personne ne veuille pas. Elle peut Ah, ok. Ça peut se produire. Ouais. Le défunt peut avoir envie de suivre son enterrement. On a eu le cas de nouveau dans les témoignages. C'est triste, mais c'est amusant. Enfin bon, c'est le vieux garçon. Il décède seul chez lui et c'est sa sœur qui s'occupait de lui, qui le trouve mort. Donc il est très pauvre, hein. Elle n'est pas très riche non plus. Et, bon, il a une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, c'est une mort subite. Il avait laissé de l'argent de côté pour son enterrement. Et donc sa sœur lui fait son enterrement, mais pas du tout comme il a envie. Et puis elle emploie l'argent pour elle parce qu'elle avait besoin de sous. Ah. Donc après, il explique qu'il lui en veut pas, etc. Mais qu'il a tout suivi, qu'il n'était pas content parce que voilà. Il avait l'habitude d'aller au pub, donc il décide qu'il retourne au pub. Tu vois, c'est là où c'est amusant. Puis je sais pas parce que le temps n'existe pas pour eux. Ouais. Il y a un moment où il a une espèce de sensation de sa maman qui vient le chercher, mais il veut pas. Donc il va au pub, et puis il va retrouver ses potes au pub comme il a l'habitude de le faire. Et puis après, à un moment donné, il s'ennuie à mort, quoi. Parce qu'il y a personne qui le voit, parce qu'il y a personne qui le comprend, parce que ça devient... Tout comme à un moment donné, il se dit, bon, bah, voilà. Faut que j'y aille, quoi. Faut que j'y aille, quoi. C'est nul, ici. Voilà, c'est nul. Donc ça veut dire que... Ou en fait, au bout d'un moment, il décide d'y aller eux-mêmes. Voilà, donc celui qui ne veut pas monter, ceux d'en bas n'arriveront pas à le faire monter parce que ceux d'en haut n'y sont pas arrivés non plus. Ouais. Tant que la main est tendue, mais s'ils ne veulent pas la voir, voilà. Ouais, ça viendra plus tard, mais bon, voilà, il leur laisse un peu libre. Ouais. Mais du coup, si personne n'est laissé de côté, comment ça se fait que certaines personnes, quand elles vont dans des lieux dits hantés, ressentent qu'il y a des énergies, des choses. Donc c'est pas des âmes, c'est pas des défunts. Alors ça dépend, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le monde spirituel, il est toujours autour de nous. Hein, on peut parler aussi des personnes qui ont des ressentis. Il y en a de plus en plus. On reviendra aux âmes tout de suite, mais c'est juste pour faire comprendre quelque chose. On peut parler de ressentis. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent vers nous et qui disent que bon, ils sentent une odeur ou ils ont l'impression qu'ils ressentent quelqu'un. Le défunt est tout le temps autour de nous. Les défunts, tu penses à eux, ils sont là. Il faut savoir que dans le monde spirituel, on communique par la pensée, puisqu'on n'a plus de corps. Donc si tu penses à ta chère mémé aux chaussures fluo, eh bien tu peux ressentir son parfum tout d'un coup, ou tout d'un coup avoir l'impression de sa présence, mais c'est parce que toi tu l'as appelé. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être toujours tout autour de nous. Ça c'est une première chose. D'accord. La deuxième chose, du fait qu'ils peuvent être tout autour de nous, ils peuvent aussi avoir envie de revisiter leur chère maison. Donc ils sont réellement en train de voir qui est le nouveau locataire. C'est parfaitement possible. Si les personnes ont une sensibilité, elles peuvent les sentir. Mais il peut y avoir des fantômes aussi. Et ça, c'est pas la même chose. Donc fantômes et défunts, c'est pas la même chose. Fantômes et défunts, c'est pas la même chose. Vous venez d'écouter la première partie de l'épisode 93 consacré à la médiumnité. Alors la différence entre un fantôme et un défunt, eh bien suspense, vous le saurez la semaine prochaine parce que du coup oui, il y aura la deuxième partie de l'épisode qui va sortir dimanche prochain. Il y a énormément de choses à dire sur la médiumnité et j'ai eu vraiment un échange très riche avec Morgane et j'avais envie de vous laisser la totalité finalement de cet entretien. Donc j'ai préféré faire 2 épisodes d'environ 1 heure chacun et de garder presque tout. Et donc si vous voulez écouter la seconde partie de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner ou à activer la cloche de notification pour que vous soyez notifié de la sortie du prochain épisode. La semaine prochaine, on répondra notamment aux nombreuses questions qui m'ont été posées concernant la médiumnité, alors soyez au rendez-vous. D'ici là, retrouvez toutes les informations utiles qui ont été discutées dans cet épisode en barre de description et on se retrouve donc dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.